À la Tour Fang, considérée comme le centre des magiciens talentueux, un événement horrible sans précédent est en train de se dérouler. Le professeur Childman et son élève exceptionnel, Azali, mènent secrètement une expérience. Cependant, le résultat échappe à tout contrôle lorsqu'une force mystique affecte Azali, transformant son corps en une créature bizarre. Des bruits terrifiants résonnent partout, attirant immédiatement l'attention des magiciens à proximité alors qu'ils se préparent à utiliser la magie pour détruire cette créature étrange. Un jeune homme aux cheveux en bataille, Cri Lancelot, se précipite pour intervenir en raison de sa relation étroite avec Azali. Il ne peut permettre à quiconque de lui faire du mal. Son hésitation et ses sentiments personnels conduisent Cri Lancelot à commettre une grave erreur. La créature profite du chaos pour s'échapper de la tour, disparaissant dans la nuit. Au fil du temps, 5 années après cet événement douloureux, Cri Lancelot n'est plus un étudiant à la Tour de Fang. Il abandonne son ancien nom et se fait appeler Orphen pour enterrer son passé. Désormais, Orphen erre partout en travaillant comme magicien indépendant pour joindre les deux bouts. Cependant, la vie n'est pas facile pour lui. Une fois, il a prêté de l'argent à 2 enfants pauvres, mais malgré ses efforts pour le récupérer, l'argent n'a pas été rendu. Dans un petit restaurant situé à la périphérie, Orphen savoure un dîner simple comme d'habitude après une longue journée épuisante. En sirotant sa boisson, un jeune serveur prend soudainement la parole, les yeux brillants de curiosité. Était-il autrefois à l'académie de Fang Tower? Cette question amène Orphen à marquer une légère pause, et bien qu'il ne veuille pas l'admettre, le petit badge sur son manteau usé dit tout. À cette époque, toute personne qui avait obtenu son diplôme de la Tour Fang était très respectée car c'était le seul endroit qui formait des magiciens au pouvoir supérieur. L'emblème de l'académie est un symbole de pouvoir que même les individus les plus audacieux regarderaient avec prudence. Le lendemain, alors qu'Orphen retourne à la maison délabrée où il réside, les 2 enfants qui lui avaient emprunté de l'argent apparaissent soudainement. On peut voir l'excitation sur leur visage comme s'ils apportaient des nouvelles importantes. Ils discutent avec enthousiasme d'un grand projet plein de potentiel, un plan qui pourrait potentiellement rapporter beaucoup d'argent. Si tout se passe bien, les problèmes financiers qui accablent Orphen pourraient être résolus immédiatement. Les promesses des enfants semblent si simples qu'elles sont suspectes. Malgré ses réserves, Orphen décide de tenter sa chance, pensant que les choses pourraient ne pas être aussi mauvaises qu'il le craint. Cependant, la dure réalité est loin de ce qui lui avait été décrit. Tous les 3 tombent rapidement dans un plan bancal, rejoignant une organisation frauduleuse de marketing à paliers multiples pour tromper une famille noble, prestigieuse de la ville. Dès le début, les choses sont manifestement évidentes, car les 2 enfants ne cessent de vanter des produits bizarres, essayant de convaincre les clients avec des paroles fleuries mais vides, ce qui pourrait faire réaliser la supercherie à quiconque est un tant soit peu perspicace. La famille noble, pas facilement trompée, devient bientôt méfiante des actions douteuses du trio. Il rapporte discrètement aux forces de sécurité, prévoyant de capturer tout le groupe dès que les choses vont trop loin. Pendant la situation tendue, Cléo, la plus jeune fille de la famille, découvre accidentellement une vérité choquante. Lorsque son regard se pose sur le badge usé qu'Orphen porte avec lui, les souvenirs d'il y a de nombreuses années refont soudainement surface. Cette année-là, un puissant mage était apparu chez eux, laissant derrière lui une épée maudite avec une demande de garder le secret. Les histoires de Cléao et les détails épars qu'Orphen observe finissent par se rassembler pour former un tableau clair. Il ne lui faut pas longtemps pour réaliser l'identité de la personne qui avait confié l'épée maudite à la famille noble. C'était nul autre que le professeur Childman, l'un des mages les plus influents de sa vie. Cette réalisation cause une grande inquiétude à Orphen car tout semble tourner autour du passé qu'il veut enterrer. Alors que l'atmosphère est tendue, soudain une forte explosion retentit dans la maison voisine. Le son tonitruant secoue tout le quartier, surprenant tout le monde présent. Un instinct se fait sentir en Orphen de ne pas apporter de danger. Il se précipite vers la source de l'explosion. Dans le cœur d'Orphen, l'envie de protéger tout le monde l'emporte sur la peur de la menace inconnue. La grande porte de la maison, fracassée par l'explosion, est entr'ouverte, révélant une scène qui laisse tout le monde sans voix. Parmi les décombres, une créature gigantesque apparaît. Avec son corps massif et ses ailes déchirées, elle dégage une pression terrifiante. Orphen a seulement besoin d'un bref coup d'œil pour reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un dragon ordinaire, mais d'Azali. Orphen se tient devant la créature gigantesque, ses yeux remplis de détermination, mais il ne peut cacher sa douleur. Il élève la voix, utilisant les mots les plus sincères pour atteindre la partie humaine restante à l'intérieur d'Azali. Cependant, tous les efforts s'avèrent vains. Le monstre ne montre aucun signe d'écoute, ses yeux froids ne contiennent que de la folie et un instinct destructeur. En un éclair, un torrent de feu jaillit de la bouche du monstre, se dirigeant droit vers Orphen. Il recule rapidement, essayant d'esquiver, mais la chaleur intense et la fumée tourbillonnante rendent tout flou. Dans ce moment chaotique, Azali, sous sa forme monstrueuse,
se précipite rapidement en avant avec une morsure puissante, serrant l'épée maudite, l'objet longtemps gardé par la famille noble, puis s'enfuit vers la forêt dense. Dehors, l'équipe d'élite de magiciens, qui était en embuscade, est pleinement prête à agir. Ils ont été envoyés pour s'assurer que la créature ne pouvait pas causer plus de mal. Alors que le monstre sort du bâtiment, des attaques magiques puissantes sont immédiatement lancées. Les lumières brillantes des sorts illuminent la nuit. Cependant, juste au moment où les attaques sont sur le point d'atteindre leur cible, Orphen se précipite soudainement dans la mêlée, exerçant toutes ses forces pour neutraliser la magie. Tout s'est arrêté dans la stupeur des témoins. Son acte audacieux n'a pas seulement sauvé Azali d'une mort imminente, mais a également ouvert la voie pour qu'elle disparaisse dans l'ombre, évitant l'encerclement de l'équipe de mages. Le souvenir de 5 ans auparavant persistait encore dans l'esprit d'Orphen comme une blessure qui ne pouvait pas guérir. À cette époque, Maître Chilman dirigeait un groupe de jeunes apprentis prometteurs. Tous possédaient un pouvoir latent incroyable. Parmi eux, Azali se distinguait le plus, une fille d'un talent exceptionnel, connue sous le nom de la sorcière chaotique en raison de son pouvoir extraordinaire. Chaque fois qu'Azali participait à des combats d'entraînement avec le maître, les échos des affrontements secouaient non seulement la pièce, mais provoquaient parfois de légers tremblements dans toute la tour. Le groupe d'apprentis de Maître Childman était non seulement fort en capacité, mais avait aussi une relation incroyablement soudée. Ils étaient tous orphelins, mais cela ne les rendait pas démunis. Au contraire, les jours passés ensemble à la Tour de Fang étaient parmi les rares moments de bonheur. Ils se considéraient comme une famille, partageant les joies et toujours prêts à se protéger mutuellement de tout danger. Malgré les défis de la vie, ils comptaient les uns sur les autres pour surmonter tous les obstacles. Cependant, ce bref bonheur n'a pas duré éternellement. Un événement terrible est survenu, détruisant tout ce qu'ils chérissaient. Quand Azali s'est transformé en monstre et s'est enfui de la Tour de Fang, le conseil de l'académie a rapidement pris une décision calculée. Pour protéger leur réputation et autorité, ils ont déclaré au monde extérieur qu'Azali était morte dans un accident de laboratoire. Cette annonce n'était pas seulement un mensonge, mais aussi un déni complet de responsabilité envers l'un de leurs étudiants les plus brillants. La Tour de Fang, qui s'était toujours enorgueillie de ses idéaux élevés et de son intégrité, utilise désormais une façade de mensonge pour dissimuler une vérité horrifiante. Orphen, qui voyait Azali non seulement comme une sœur, mais aussi comme sa personne la plus fiable, ne pouvait pas accepter cette tromperie. Il a continuellement demandé aux conférenciers et aux mages de haut niveau de l'académie d'organiser une recherche, espérant ramener Azali. Malgré ses supplications sincères, ils ont tous été ignorés. Ils ont trouvé diverses raisons pour justifier leur indifférence, arguant que maintenir l'image de l'académie était plus important que sauver une étudiante qui avait perdu le contrôle. Après avoir été refusé à plusieurs reprises, Orphen sentait que sa loyauté envers la Tour de Fang s'était épuisée. Il ne reconnaissait plus l'endroit qui avait autrefois servi de deuxième maison, un lieu qui avait autrefois offert espoir et sens à sa vie. Décidément, il abandonna non seulement l'académie, mais aussi le nom Krilancello, un surnom associé à un passé douloureux. De retour à la réalité, Orphen fut surpris de recevoir une offre directe de Maître Childman. Le respecté mage, qui a été un symbole de force et de sagesse à la Tour de Fang, a demandé à Orphen d'entreprendre une mission cruciale pour éliminer le monstre que l'Académie et la communauté magique considéraient comme une menace majeure. Maître Childman, avec son perspicacité et son expérience, a supposé que le but d'Azali, en saisissant l'épée maudite, était de restaurer son corps humain. Cependant, il a aussi exprimé des doutes quant à la faisabilité de cela, car le pouvoir maléfique caché dans l'épée n'était pas facilement maîtrisé. Orphen écoutait silencieusement chaque mot de son ancien maître, se sentant déchiré à l'intérieur. La Tour de Fang, bien qu'elle ait reconnu la force supérieure d'Azali en tant qu'humain, ne la voyait maintenant que comme un danger à éliminer. Pour eux, tuer le monstre n'était pas seulement un acte de protection des résidents environnants, mais aussi un moyen de maintenir la réputation de l'Académie et de protéger la terre sacrée de toute menace. Childman n'a pas caché sa position. Il a souligné que le sacrifice d'Azali, bien que douloureux, était nécessaire pour la paix de tous. Childman, avec sa pensée stratégique et sa maîtrise magique, avait discrètement lancé un sort de traçage sur l'épée maudite. Ce sort, non seulement complexe mais aussi très précis, a permis au groupe de mages de déterminer facilement la localisation actuelle d'Azali. C'était un mouvement crucial dans leur plan, une étape vers la fin de cette histoire douloureuse. Childman croyait qu'avec l'aide du sort de suivi, confronter et éliminer la menace d'Azali serait plus faisable que jamais. Devant son professeur, Orphen acquiesça comme s'il acceptait pleinement de participer à la mission pour traquer le monstre. Son expression était sérieuse, mais au fond de son esprit, il élaborait un plan totalement contraire. Orphen n'avait pas l'intention de suivre les ordres de l'académie. Au lieu de cela, il décida d'utiliser les informations du sort de traçage pour prendre de l'avance sur le groupe de mages. L'objectif d'Orphen était très clair,
avertir Azali du danger imminent. Juste avant de partir, Cléo s'est approchée de manière inattendue d'Orphan avec un cadeau spécial. Dans sa paume se trouvait une bague en argent brillant, gravée de caractères anciens et mystérieux. Cléo a expliqué que ce cadeau était un sincère merci de sa famille, une marque de reconnaissance pour le rôle d'Orphan dans leur protection et la réduction des dégâts de l'attaque du monstre. Elle n'a pas précisé l'origine de la bague, soulignant seulement qu'elle possédait un pouvoir spécial capable de sauver son propriétaire des situations les plus périlleuses. En recevant l'anneau, les yeux d'Orphan se figèrent immédiatement. Une sensation étrange mais familière envahit son esprit, comme s'il avait déjà vu cet objet quelque part. Après un moment de réflexion, Orphan réalisa la vérité incroyable. La bague avait autrefois appartenu à Azali. Les anciens caractères sur sa surface étaient non seulement des marques d'identification, mais aussi une preuve claire de sa propriété originale. Bien qu'Azali mentionnait rarement la bague, Orphan se souvenait distinctement qu'elle avait dit une fois que ce n'était pas juste un ornement, mais aussi un puissant charme protecteur. Il contenait une magie protectrice capable de sauver la vie du propriétaire dans les situations les plus critiques. Cependant, son pouvoir ne pouvait être activé qu'une seule fois. En glissant silencieusement la bague à son doigt, Orphan ressentit un mélange indescriptible de tristesse et de gratitude. Pour lui, ce cadeau n'était pas simplement un remboursement de Cléo, mais aussi un lien avec le passé, avec des souvenirs d'Azali avant que tout ne devienne chaotique. Il n'adressa pas de longs remerciements à Cléo, se contentant de lui faire un signe de tête. Mais au fond de lui, il fit la promesse silencieuse d'utiliser le pouvoir de la bague de manière vraiment digne. C'était une façon de protéger ce qui restait du lien entre lui et la sœur qui avait autrefois tout signifié pour lui. Orphan et une équipe de sorcières talentueuses ont reçu une tâche critique. Beaucoup de mages d'élite avaient été convoqués pour rejoindre le voyage à venir. Pour contrer la magie noire, ils ont également envoyé un mage blanc de haut rang pour assurer un saut plus serré. Pendant ce temps, Orphan a décidé de manière inattendue de suivre un chemin différent, cherchant Azali seul dans l'espoir de la restaurer de sa forme monstrueuse. L'affection profonde d'Orphan pour Azali, au lieu d'être réciproque, a rencontré sa fureur. Azali, sous sa forme de dragon, a lancé des attaques violentes. Puis, un souffle puissant de sa part a englouti toute la forêt dans les flammes, transformant la scène en un champ de bataille en feu. La lumière du feu se reflétait dans le ciel, tandis qu'Orphan faisait tout pour empêcher la dévastation causée par la personne qu'il a toujours chérie. La bataille était intense. En voyant la bataille, un groupe de sorciers a décidé de collaborer pour localiser avec précision Azali dans sa forme monstrueuse. Un plan d'attaque coordonné a été lancé dans le but de directement endommager et affaiblir le monstre. Au milieu du chaos, un sorcier blanc de haut rang a effectué un rituel de scellement pour contenir le pouvoir sombre débordant du corps d'Azali. Cependant, leurs efforts semblaient insuffisants pour la submerger. La force du monstre a dépassé les attentes initiales. À ce moment, face à une situation dangereuse, Orphan envisagea un plan audacieux. Il décida de voler une épée magique, espérant attirer Azali à le suivre, la détournant des sorciers pour l'approcher plus en sécurité. Cependant, cette idée irréfléchie était facilement considérée comme naïve, car le pouvoir d'Azali dépassait de loin tout ce qu'Orphan pouvait contrôler. La situation s'est compliquée lorsque l'équipe de sorciers s'est divisée en deux groupes. Atia, la fidèle amie d'Orphan, s'est chargée de le poursuivre pour récupérer l'importante épée avant qu'elle ne tombe entre les mains de l'ennemi. Pendant ce temps, les autres sorciers ont dû rester derrière pour continuer le combat avec le dragon, empêchant de nouvelles destructions. Lorsque Orphan et Atia sont retournés sur le champ de bataille, la scène qui s'est déroulée devant eux était choquante. Les talentueux sorciers qui avaient combattu ensemble étaient pour la plupart tombés, ne laissant que des traces de destruction et d'échecs. Au milieu de la scène ensanglantée, seul Childman restait ferme, résistant à la puissance terrifiante d'Azali sous sa forme de dragon. La brutalité et la folie du monstre faisaient que toute la zone de combat semblait engloutie dans une tempête de feu sans fin. Avant qu'Orphan ne puisse réfléchir davantage à son prochain plan, il fut soudainement transpercé par une douleur atroce. Ses yeux se remplirent de stupéfaction lorsqu'il vit l'épée de Childman profondément enfoncée dans son corps. Il essaya de bouger mais son corps devint soudainement rigide, incapable de résister ou de se mouvoir. Les mots froids de Childman résonnaient comme un ordre définitif. Il guérirait la blessure d'Orphan, mais seulement après la fin de la bataille. Maintenant, la tâche d'Orphan était de rester silencieux, interdit de causer d'autres problèmes, jusqu'à ce que tout soit terminé. Immédiatement après qu'Orphan ait été neutralisé par Childman, la bataille est devenue beaucoup plus facile pour le puissant sorcier. Sans interférence ou menace de la part d'Orphan, Childman a rapidement concentré toute sa puissance en un coup décisif.
En un instant, le dragon a été repoussé avec une force énorme. L'attaque n'a pas seulement forcé le monstre à reculer, mais l'a aussi fait se dissiper dans une vague d'une puissance immense. Le dragon a été complètement soufflé, restaurant la tranquillité. Mais ce n'était que le début d'une plus grande douleur qui attendait Orphen. Une expression de regret extrême est apparue sur son visage, ses yeux remplis de douleur en voyant sa sœur gisant au sol sans vie. Les souvenirs d'Azali, qu'il avait essayé de sauver tout ce temps, semblaient maintenant avoir été complètement détruits par sa fureur. Dans le silence, Orphen entendit soudain un faible son émanant du cadavre du dragon. C'étaient les derniers mots d'Azali, un fragile rayon d'espoir dans ce moment de désespoir. Quelque chose dans ces mots a troublé Orphen. Il a réalisé que les choses pourraient ne pas être vraiment terminées. Le lendemain, Orphen a visité la résidence de Childman avec des émotions contradictoires. Les derniers mots qu'il avait entendus du cadavre du dragon la veille avait révélé un secret choquant. L'âme cachée à l'intérieur du monstre n'était pas du tout celle d'Azali. Au lieu de cela, la vraie Azali était encore en vie, mais dans une situation que personne n'avait anticipée. Elle avait échangé son âme avec Childman et habitait désormais le corps de son professeur. Cet échange d'âme n'était pas seulement complexe, mais abritait aussi de nombreux sombres complots. Orphen se remémorait les événements des derniers jours où personne n'avait remarqué la différence. Azali, sous les traits de Childman, avait joué son rôle avec finesse, conservant le comportement sévère et autoritaire d'un sorcier chevronné, tandis que Childman était emprisonné dans son corps. Il semblait qu'Azali avait tout planifié à l'avance. En continuant à jouer parfaitement le rôle du professeur, elle pourrait survivre et laisser Childman supporter la mort à sa place. Orphen comprenait mieux que quiconque le danger de la situation. Il savait qu'Azali était allée trop loin et que les crimes qu'elle avait commis devaient être punis. Sa visite aujourd'hui n'était pas celle d'un frère désespéré ou d'un jeune sorcier cherchant des réponses, mais avec la résolution de tout terminer. Le regard d'Orphen était rempli de détermination. Il n'était plus l'enfant qui espérait et attendait, mais un sorcier prêt à affronter les horribles conséquences qu'Azali avait créées. L'épée d'Azali se dirigea vers Orphen avec une intention résolue, mais elle ne put le toucher. Au lieu de ressentir la douleur de l'attaque de sa sœur, Orphen resta calme. C'était grâce à un ancien anneau gravé de symboles anciens qu'il avait avalé plus tôt. Le pouvoir de l'ancien anneau créa une couche protectrice invisible qui le protégea du coup mortel, lui permettant de contre-attaquer rapidement. Une contre-attaque puissante de sa part se dirigea vers Azali. À ce moment-là, Orphen réalisa que la victoire ou la défaite dans cette bataille n'avait pas vraiment d'importance. Son esprit n'était pas obsédé par la destruction d'Azali, mais par le désir de la sauver, d'aider sa sœur à revenir. Orphen ne voulait pas pousser Azali dans un coin sans échappatoire. Son but n'était pas de la tuer, mais de la libérer, de sauver la sœur qu'il avait autrefois aimée des ténèbres et de la folie qui avait envahi son esprit. Orphen fit une pause et regarda profondément dans les yeux d'Azali. Il parle d'une voix calme mais ferme, déclarant que Childman n'avait jamais eu l'intention de tuer le dragon. Leur professeur, malgré qu'il soit un sorcier puissant et respecté, avait choisi de s'avancer sur le champ de bataille, non pas pour détruire, mais pour trouver un moyen de sauver Azali, pour l'aider à redevenir humaine. Ce que Childman voulait, c'était aboutir à une fin pacifique où personne ne devait mourir. Mais au lieu d'être reconnaissante, Azali a choisi de rendre la gentillesse par la vengeance. Non seulement elle a pris possession du corps de leur professeur, mais elle a également mis fin à sa vie elle-même, confirmant ainsi le chemin cruel qu'elle avait choisi. Orphen se souvint soudain des jours passés où lui et Azali étudiaient à l'académie de magie. Bien qu'Azali ait toujours été connue comme l'une des sorcières les plus remarquables, surpassant les autres en force et en compétences, c'était Orphen qui avait été choisi pour hériter du manteau de Razor, un symbole de pouvoir suprême. Razor n'était pas seulement un symbole, mais il avait également une influence significative dans le monde des sorciers noirs, notamment dans la formation des Fans. Le détenteur de cet héritage aurait une influence et un pouvoir important pour mener la prochaine génération de jeunes sorciers. Cela créait un fossé invisible entre les frères et sœurs, car Azali se sentait laissé pour compte dans la course à la célébrité et au pouvoir. Dans les souvenirs d'Orphen, il y avait un jour spécial où ils ont décidé de retourner à l'orphelinat où ils avaient grandi ensemble. Cet orphelinat abritait d'innombrables souvenirs de leur enfance, un lieu où leurs liens s'étaient formés, non seulement en raison de leur proximité, mais aussi parce qu'ils n'avaient personne d'autre sur qui compter. Sans l'amour parental, de nombreux enfants à l'orphelinat ont dû chercher du réconfort les uns auprès des autres. Ce lien a rapproché Orphen et Azali plus que jamais. Dans ces moments-là, ils n'étaient pas seulement des sorciers en compétition pour le pouvoir, mais des frères et sœurs. Ils revisitaient des souvenirs d'un passé paisible avant d'être emportés par les courants complexes du monde magique. Orphen a toujours eu le sentiment que les souvenirs de l'orphelinat étaient gravés de manière indélébile dans son esprit. C'étaient les rares moments où lui et Azali n'étaient pas accablés par les pressions de la célébrité et des responsabilités. Là, seuls des moments simples et purs restaient où ils pouvaient être eux-mêmes, sans être liés par les attentes de quiconque. Orphen savait que ces souvenirs retenaient une partie de son affection pour Azali. Malgré tous les crimes qu'elle avait commis plus tard,
il ne pouvait pas les oublier. Sur le chemin du retour à l'académie de magie après avoir visité l'orphelinat, Orphen remarqua quelque chose d'inhabituel lorsqu'Azali disparut soudainement sans laisser de traces. L'inquiétude s'est glissée dans son cœur et Orphen a immédiatement commencé son voyage pour la retrouver, espérant voir sa sœur bientôt. Cependant, malgré de nombreux chemins parcourus et des questions posées partout, l'obscurité est rapidement tombée et il n'y avait toujours aucun signe de présence d'Azali. L'obscurité a progressivement enveloppé chaque coin, augmentant sa tension. Orphen continuait sa recherche dans une maison abandonnée à proximité où il pensait pouvoir trouver un indice. L'espace à l'intérieur de la maison était sombre, humide et silencieusement inquiétant. Alors qu'il essayait d'inspecter les environs, soudain une ombre faible émergea d'un coin caché et fonça droit sur Orphen. L'attaque était si rapide qu'il eut à peine le temps de réagir. Bien qu'il fût prêt en position défensive, les frappes invisibles de l'ennemi n'étaient pas seulement insaisissables, mais laissaient aussi Orphen se sentir impuissant car il ne pouvait pas en déterminer l'origine avec précision. La vague d'attaque le poussait continuellement dans une position dangereuse. Bien qu'étant un sorcier habile, Orphen ne pouvait pas contrer l'étrange assaut de ce fantôme. Poussé à bout, Orphen savait qu'il devait recourir à une tactique différente. En un instant, il décida d'activer un ancien sort appelé Fermeture de l'Esprit, l'un des rares sorts qu'il utilisait uniquement dans les situations les plus critiques. Dès que le sort a été activé, Orphen a senti son esprit se détacher de la réalité et immédiatement, l'ennemi vague a commencé à s'estomper comme s'il n'avait jamais existé. En réalité, la faible ombre était un sort créé par Azali. Extérieurement, elle souriait et disait qu'elle voulait simplement taquiner son jeune frère, mais au fond, son but n'était pas si simple. Azali voulait tester leur force pour voir qui était vraiment le plus fort entre eux. Cette curiosité provenait non seulement de l'instinct d'une sorcière talentueuse, mais aussi d'un besoin secret d'affirmer sa position aux yeux d'Orphen. Pourtant, elle ne pouvait nier que son frère cadet avait grandi et devenait plus fort, capable de se tenir à ses côtés lors des affrontements. Cela était à la fois satisfaisant et quelque peu déconcertant pour elle. Après cette attaque inattendue, la réalité est doucement revenue à eux deux. Orphen, se rendant compte qu'Azali n'avait pas vraiment l'intention de lui faire du mal, se sentait perplexe. Pendant ce temps, Azali semblait avoir compris quelque chose de plus profond. Les paroles d'Orphen à propos de leur enseignant, Childman, l'avaient réveillée du délire de pouvoir et de haine. Elle réalisa soudain que toutes ses actions avaient été contraires aux souhaits de son enseignant. Childman n'avait jamais eu l'intention de la tuer, ne l'a jamais considérée comme une ennemie, au contraire, il était prêt à se sacrifier non seulement pour la sauver, mais aussi pour la ramener sur le droit chemin. Cette vérité a frappé l'âme d'Azali avec force, lui causant du remords et du regret. Les péchés qu'Azali avait commis étaient irrévocables. Même si elle payait de sa vie, elle ne pouvait pas changer les événements douloureux qui s'étaient produits. La seule chose qu'elle pouvait faire maintenant était de se montrer à la hauteur de tout ce que le professeur Childman avait espéré. N'étant plus obsédée par la haine ou le désir de pouvoir, Azali était déterminée à devenir la personne que son professeur avait toujours espéré qu'elle serait. Azali regarda Orphen une dernière fois, sa détermination claire dans ses yeux. À partir de maintenant, elle vivrait comme son professeur le souhaitait, et c'était la seule façon de se racheter de toutes ses erreurs. Lors de leur voyage d'aventure, il n'y avait pas seulement des défis et des dangers, mais aussi deux compagnons assez uniques, Magic et Cléo. Magic, un adolescent jeune et enthousiaste avec le rêve de devenir un sorcier compétent, avait décidé de suivre pour apprendre et améliorer ses compétences magiques. Cependant, son enthousiasme causait parfois pas mal de problèmes à Orphen, car Magic était encore inexpérimenté dans le contrôle de son pouvoir. Cléo, quant à elle, une jeune fille, avait une raison complètement différente de suivre Orphen. Pas par désir d'apprendre la magie ou de rechercher la connaissance, mais simplement parce que l'ennui de la vie quotidienne l'avait poussé à rechercher des aventures palpitantes. La nature espiègle et vive de Cléo conduisait souvent à de nombreuses situations comiques. Orphen savait bien que même s'il essayait de les renvoyer, tous deux n'abandonneraient pas facilement. Par conséquent, au lieu de continuer à se disputer, il accepta à contre-cœur de les laisser l'accompagner, au moins pour les prochains jours. Bien que légèrement agacé, Orphen comprit qu'ils étaient devenus une partie indispensable de son voyage. La prochaine destination du groupe était le pays de Tarframe, un lieu de mystère et d'antiquité. Non seulement célèbre pour sa beauté immaculée, Tarframe était aussi l'emplacement de l'Académie Fang, qui avait formé beaucoup des plus puissants sorciers, y compris Orphen et Azali. Tarframe n'évoquait pas seulement des souvenirs du passé, mais ouvrait aussi de nombreux nouveaux mystères et défis à venir. Le groupe de 3 marchait le long du chemin menant au Tarframe, chacun exprimant une humeur différente. Magic était impatient, attendant avec enthousiasme les nouvelles connaissances qu'il pourrait acquérir. Cléo profitait joyeusement de son voyage de liberté.
Orphen, avec un regard lointain dans les yeux, savait que le voyage à venir serait plus qu'un simple périple à travers un nouveau pays. Cela pourrait bien être une confrontation avec de nombreux sombres secrets du passé et une vérité inévitable. Pour éviter d'attirer l'attention, Orphen a décidé de faire un détour, restant à l'écart des postes de surveillance dispersés dans la région. Il comprenait que ces postes de garde pouvaient signaler la présence d'un mage dans la forêt à l'église, une organisation qui nourrissait une profonde animosité envers les mages. L'église, avec son pouvoir et son influence, considérait toujours la magie comme une menace pour leur foi. Par conséquent, Orphen a soigneusement évité toute confrontation inutile, car les conflits avec l'église n'apporteraient rien d'autre que des complications gênantes. À la tombée de la nuit, le groupe d'Orphen a rencontré un nouveau problème. Leur approvisionnement alimentaire diminuait. La nourriture stockée n'était pas suffisante pour soutenir 3 personnes. Alors qu'Orphen et Cléo étaient assis près du feu mourant, Magic, en tant qu'apprenti, était chargé de trouver de la nourriture. Il devait s'enfoncer dans la forêt sombre pour chasser quelque chose de comestible pour le groupe. Bien qu'il soit l'apprenti d'un mage, Magic ne pouvait s'empêcher de se sentir comme un bon à rien, devant travailler pour servir son maître et Cléo. En errant dans la forêt dense à la recherche de nourriture, Magic a rencontré de manière inattendue une étrange fille nommée Fiena. Elle est apparue soudainement et semblait très anxieuse, avertissant Magic qu'il devait quitter la zone immédiatement pour éviter le danger. Bien que l'événement se soit déroulé si rapidement et que Magic n'ait pas encore eu l'occasion de demander à Fiena qui elle était et pourquoi elle avait émis un avertissement aussi urgent, la situation est devenue encore plus compliquée. Juste au moment où Magic était encore perplexe, un grand groupe de villageois est soudainement apparu et les a rapidement entourés tous les deux. La foule, armée d'armes rudimentaires, et les yeux remplis de haine approchaient. Magic a essayé d'utiliser les sorts de base qu'il avait récemment appris, mais contre le grand nombre d'ennemis, ces techniques simples étaient inefficaces. Dans la panique, il a reçu une flèche à l'épaule tirée par le chef du village, un homme grand et imposant. La blessure était douloureuse et l'empêchait de continuer à se défendre. N'ayant pas d'autre choix, Magic a été ligoté et emmené comme un prisonnier. Il a été emmené au village où il a été retenu captif. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forêt, Orphen et Cléo ont réalisé que Magic avait disparu depuis trop longtemps. En suivant ses traces, ils ont découvert que la situation était grave. Avec sa détermination habituelle, Orphen a immédiatement planifié un sauvetage pour son apprenti. Cléo, toujours combative, a participé avec empressement. Il n'a pas fallu longtemps aux deux pour localiser le village où Magic était retenu. L'opération de sauvetage tendue a commencé lorsque Orphen et Cléo sont entrés secrètement dans le village. En entrant, Orphen fut immédiatement attiré par un drapeau flottant au sommet d'un mât en bois. L'image d'une créature ancienne et majestueuse était clairement visible sur le tissu usé. Orphen ressentit une vague d'étonnement en le reconnaissant comme l'emblème des êtres anciens, les ennemis éternels des mages. Pas étonnant que les villageois agissaient ainsi. Il s'avère qu'ils étaient des adeptes du culte du dragon, une foi profondément enracinée dans la culture ici depuis des siècles. Orphen se rappela ce qu'il avait appris. Le continent était à l'origine divisé en 2 forces opposées. D'un côté, il y avait l'église de Kimlach, représentant beaucoup de ceux qui adoraient la déesse et considéraient la magie comme une menace à éliminer. De l'autre côté se trouvaient les cultistes de dragons, qui vénéraient le pouvoir des créatures mythiques. Peut-être que ce village appartenait à ces derniers, une communauté vivant sous l'ombre protectrice des dragons, créatures autrefois dominantes et vénérées comme divines. Plus Orphen réfléchissait, plus il comprenait clairement la raison profonde de l'attaque des villageois sur la magie. Ce n'était pas simplement à cause de sa présence ou de celle de Cléo, mais parce que leur nature même en tant que mage représentait une menace pour ceux qui croyaient aux dragons. Pour protéger leurs croyances et leur sécurité, les villageois avaient agi de manière préventive, ne laissant aucune chance aux étrangers comme Orphen ou Magic. Les pensées d'Orphen remontaient à une histoire lointaine lorsque le continent abritait autrefois 6 espèces anciennes et très intelligentes dotées de pouvoirs magiques par les dieux. Ces créatures, bien que ressemblant extérieurement à des animaux comme les loups, les ours et les équidés, possédaient des pouvoirs formidables et étaient considérés comme des incarnations de dragons. Chaque espèce portait en elle une force divine distincte. Et malgré des siècles passés, la révérence pour ces créatures mythiques persiste encore dans de nombreux endroits. Parmi les 6 espèces anciennes, il y en avait une particulièrement connue pour son intelligence extraordinaire, appelée les anges. Contrairement aux autres espèces, leur seule faiblesse était leur incapacité à se reproduire par eux-mêmes. Cela les a obligés à s'intégrer dans la société humaine, devenant une partie de l'humanité il y a longtemps. Cette intégration a conduit à la création d'une nouvelle race, un mélange de lignées angéliques et humaines, des mages humains avec des pouvoirs magiques hérités des anges. Au début, la coexistence avec les humains n'a pas entraîné de conflits significatifs. Cependant, au fil du temps, un changement de mentalité s'est produit.
Les anges, fiers de leur force et de leur intellect, ont commencé à croire que les humains avaient volé leur magie. Cette suspicion s'est progressivement transformée en une conviction profonde que la magie humaine était le résultat d'une trahison. Par conséquent, les anges ont perdu confiance en les humains, qu'ils considéraient autrefois comme des alliés. Cette rupture s'est rapidement propagée au sein de la communauté adoratrice de dragons. Les disciples des dragons, qui vénéraient l'ancienne puissance des anges, considéraient l'acquisition de la magie par les humains comme une offense aux créatures sacrées. Depuis lors, les mages humains ont toujours vécu sous la menace d'être chassés par les adorateurs de dragons. L'histoire s'est intensifiée lorsque la conversation de l'équipe de secours a été brusquement interrompue par un bruit fort. Les villageois, les ayant découverts, les ont rapidement entourés avec des armes en main, ne laissant aucune échappatoire sans rencontrer de problème. Cette fois-ci, les nombreux fusils des villageois n'ont pas permis à Orphen de préparer des sorts pour une contre-attaque. Il a été contraint d'utiliser toutes ses forces pour échapper à l'encerclement, cherchant un endroit pour se cacher avant de réfléchir aux étapes suivantes. Cependant, même s'échapper n'était pas facile. Les adversaires ont resserré leur encerclement, forçant Orphen et ses compagnons dans un coin étroit. Sans s'arrêter là, une créature gigantesque connue sous le nom de dragon profond apparut soudainement à côté d'Orphen. Le dragon immense n'a pas utilisé de violence physique, mais a plutôt attaqué son esprit. Des images chaotiques et une douleur intense ont envahi comme une tempête. L'intense sentiment de perte de contrôle se répandait dans tout son corps, rendant impossible l'exécution efficace de toute magie. Tous les villageois étaient des fidèles dévoués du dragon profond, respectant de nombreuses instructions strictes de cette ancienne créature. Parmi eux, Fiena jouait un rôle crucial non seulement en tant que villageoise, mais aussi en tant que seule nonne, capable de transmettre directement les messages du dragon à tout le monde. Sa tâche ne se limitait pas à suivre les ordres du dragon, elle maintenait également l'harmonie entre la créature mythique et ses adorateurs. Cependant, ce qui distinguait Fiena était son absence de haine envers les mages, contrairement aux autres fidèles. Bien qu'elle vive dans une communauté qui méprisait les mages et était prête à les traquer, elle restait calme et compatissante. La preuve la plus claire de cela était quand elle avait averti Magik d'un danger imminent. Pendant tout le temps où Magik était capturé et détenu dans le village, Fiena n'a montré aucune cruauté ni haine envers lui. Au contraire, elle a traité Magik avec beaucoup de gentillesse, comme un ami. Elle ne lui a pas seulement fourni de la nourriture et un abri temporaire, mais a aussi partagé ses perspectives sur la mission qu'elle menait. Cependant, Magik ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour Fiena. Il craignait que la nonne honnête et gentille ne soit exploitée par le vieux chef du village, un homme d'une grande influence et d'une nature rusée pour des fins obscures. Magik a essayé de convaincre Fiena de quitter le village avec lui. Il croyait que s'ils s'échappaient tous les deux, ils auraient une chance d'échapper au complot de ceux qui vénéraient le dragon profond, surtout des mains du vieux chef de village, qui semblait tout contrôler depuis l'ombre. Magik pensait que cette fille ne devrait pas rester dans un endroit où sa vie pourrait être menacée à tout moment. Beaucoup de gens, comme le chef du village, n'hésiteraient pas à sacrifier quelqu'un pour un gain personnel. Cependant, contrairement à l'urgence de Magik, Fiena a gardé une attitude calme et déterminée. Elle a souri tristement, secouant la tête en refusant le conseil de Magik. Fiena a expliqué qu'elle ne pouvait pas abandonner ses responsabilités. En tant que religieuse, elle avait une tâche noble confiée par l'espèce des dragons, une mission sacrée qu'elle ne pouvait pas éviter. Elle se sentait obligée de remplir le devoir que l'espèce des dragons lui avait confié. Magik continuait de croire que son maître, Orphen, viendrait bientôt le sauver de cette situation difficile. Il avait une grande confiance dans les capacités de son maître, mais Magik ignorait que, à ce moment précis, Orphen était également emprisonné dans le sombre cachot du village. Cela laissa Magik complètement inconscient de la gravité de la situation. Pendant ce temps, se sentant chanceux de l'assistance de Fiena, son esprit n'avait pas subi de dommages supplémentaires suite à l'attaque par le dragon profond. Elle l'avait guéri, l'aidant à retrouver assez de force pour affronter les dangers à venir. Cependant, alors que la situation semblait se calmer, Orphen a senti une perturbation imminente. À ce moment-là, Salua, l'une des nombreuses figures suspectes du village, est apparue. Il se précipita vers le cachot avec un air comme s'il était sur le point d'enquêter sur quelque chose. Réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix, Orphen devait se battre férocement pour protéger ses compagnons. Non seulement Magik, mais aussi Fiena, et bien d'autres qu'il avait juré de protéger. Dans cette situation tendue, Salua dégaina soudainement une épée de verre scintillante qui reflétait la lumière des torches dans le sombre cachot. Ce n'était pas une arme ordinaire, mais un symbole de l'église Kimlak, prouvant que Salua n'était pas simplement un villageois ordinaire. Il s'est avéré que Salua était un espion placé par l'église Kimlak dans le village pour mener à bien une mission secrète visant à assassiner le chef du village, le leader du culte adorateur du dragon et l'une des figures puissantes de la région. La fin de la bataille s'est déroulée de manière inattendue.
Tandis que Salua était préoccupé par son duel avec Orphen, saisissant une opportunité inattendue, Cleo s'approcha discrètement par derrière. Un coup précis avec un bâton en bois à la main a rendu l'espion inconscient sur le champ, son corps s'effondrant au sol sans avoir eu la chance de réagir. Cette intervention soudaine a brusquement mis fin au combat, laissant tout le monde présent surpris. Après que la situation s'est stabilisée, Fienna a commencé à raconter ce qu'elle savait de l'histoire sombre de ce village. D'après elle, un homme nommé MacDougall était venu au village avec plusieurs nouveaux outils de guerre. Il a persuadé et encouragé les villageois à fabriquer plus de ces armes pour se défendre contre les menaces extérieures à la forêt. Au début, les villageois ont accepté pour se protéger, mais à mesure que MacDougall a progressivement gagné en pouvoir, ses ambitions ont également augmenté. MacDougall ne s'est pas contenté de protéger le village des ennemis. Il visait également à étendre son influence dans toute la région et avait même l'intention de prendre le contrôle des villages voisins. La puissance des fusils et la peur qu'il inspirait ont aidé MacDougall à devenir progressivement une force incontournable dans la région. Il élaborait un plan dangereux pour s'emparer du pouvoir sacré de la forêt sacrée. D'après les informations partagées par Fienna, la cible de MacDougall est le cœur de cette terre sacrée. On croit qu'il renferme un pouvoir mystérieux, protégé par des dragons et des créatures anciennes depuis des temps immémoriaux. Poussé par la cupidité et le désir de pouvoir, les ambitions de MacDougall s'étendent au-delà du contrôle du village pour manipuler des forces bien au-delà de la compréhension humaine. De telles actions calculées sont susceptibles non seulement d'affecter les villageois, mais aussi de plonger toute la région dans le désastre. Si MacDougall parvient à atteindre le cœur de la forêt, il est certain que Deep Dragon, la divinité sacrée du dragon protégeant cette terre, déchaînera sa colère. Les conséquences seraient dévastatrices car la rage du dragon pourrait tout détruire. Le village, sans aucun doute, serait consumé par les flammes de la fureur du Deep Dragon. Aucun de ceux qui vénèrent n'échapperait à cette punition sévère. Par conséquent, Fienna a conseillé à Orphen, Magik et Cleao de quitter rapidement cette zone dangereuse. Elle comprenait que le temps était compté et qu'ils devaient partir avant que tout s'effondre. Deep Dragon ne pardonnerait personne laissé derrière. Malgré cela, Fienna n'avait aucune intention de fuir. Consciente du danger imminent, elle était déterminée à rester et à apaiser la colère de Deep Dragon. En tant que seule nonne capable de communiquer avec cette divinité, elle croyait qu'elle seule pouvait faire quelque chose pour éviter le désastre imminent. Elle a assumé cette responsabilité dans le cadre de sa mission confiée à la naissance, et personne ne pouvait la remplacer. Sans hésitation, Orphen se dirigea rapidement vers la chambre du chef du village, MacDougall, déterminé à trouver des réponses aux récents événements tragiques. La lourde porte s'ouvrit, révélant un espace sombre où le vieux chef du village était assis dans une lumière tamisée. Le regard d'Orphen était perçant alors qu'il faisait face au vieil homme. Sans salutation, il a immédiatement demandé la raison derrière la tentative du chef de s'emparer du cœur de la forêt, ce qui a conduit à une tragédie inutile. MacDougall n'a montré ni peur ni remords, même face aux conséquences de ses actes. Au lieu de cela, il a expliqué calmement que son intention de prendre le pouvoir de la forêt provenait d'un désir de protéger les villageois de l'oppression de l'église Kimlak, une puissance notoire sur le continent. Cependant, ces explications n'ont rien fait pour apaiser la colère d'Orphan. Pour lui, sacrifier la vie de personnes innocentes pour atteindre un objectif, peu importe à quel point il semble noble, est inacceptable. MacDougall, malgré le pressentiment de sa mort imminente, est resté ferme dans sa position. Avant de rendre son dernier souffle, il a laissé un avertissement sinistre que tout le continent serait bientôt condamné. Ses paroles résonnaient comme une malédiction, rendant l'air dans la pièce insupportablement lourd. MacDougall avait affirmé qu'il avait été témoin de la puissance destructrice d'une arme secrète appartenant à l'église de Kimlak. Selon lui, sans mesures préventives dès maintenant, toute vie sur le continent, y compris de nombreux villages qui vénèrent le dragon profond, ne trouverait jamais la paix. Bien que ces paroles fussent pessimistes, elles ont instillé une peur profonde dans l'esprit des villageois. Après le dernier souffle de MacDougall, la flamme de sa volonté semblait se transmettre aux villageois. Au lieu d'être découragés, ils devinrent plus déterminés que jamais à accomplir l'objectif qu'il avait laissé derrière lui. La conviction que posséder le cœur de la forêt les aiderait à se protéger de la menace de l'église de Kimlak devint leur principe directeur. Les villageois se tournèrent collectivement vers la religieuse qu'ils croyaient capable de les conduire au pays sacré du dragon. L'atmosphère dans le village devint plus chargée que jamais. Les discussions étaient entendues partout. De nombreux regards étaient remplis d'espoir mêlés de tension. Bien que la religieuse ait essayé de les avertir du danger de s'emparer de ce pouvoir sacré, ces paroles étaient comme du vent passant à travers leurs oreilles. Pour eux, c'était le seul chemin restant pour protéger leur vie paisible menacée. Soudain, un énorme faisceau de lumière a frappé le centre du village, provoquant une terrible explosion qui a tout emporté dans un grand rayon.
L'atmosphère déjà tendue était maintenant laissée avec des ruines et des cris de douleur. La lumière étrange non seulement détruisait le matériel, mais semblait étouffer le dernier faible espoir des villageois. Tout le monde était sous le choc, réalisant que la colère de Deep Dragon était effectivement descendue à cause des nombreuses erreurs qu'ils avaient commises. D'en haut, l'imposante silhouette de Deep Dragon est apparue avec une majesté indubitable. Ses yeux rougeoyants fixés droit devant. Au lieu de fuir, les villageois restants se sont agenouillés au sol, désespérés. Dans leur esprit, cette punition était inévitable et toute résistance serait futile face au pouvoir de la créature divine. Parmi les ruines, Orphan est apparu, son comportement ferme contrastant avec la panique de tous ceux qui l'entouraient. Il a rapidement utilisé la magie pour attaquer et empêcher le dragon profond de nuire davantage aux villageois. Les yeux vifs d'Orphan brillaient de détermination alors qu'il invoquait une créature plus petite mais puissante, la progéniture du dragon profond. Orphan pensait que la présence de cette créature pouvait être la clé pour négocier, ou au moins pour retarder la fureur grandissante. Il a tenu le jeune dragon devant la présence écrasante du souverain du ciel, comme pour transmettre un message de réconciliation. Cependant, ce qu'il a reçu en retour était un regard froid. Le dragon profond semblait indifférent et sans peur face à la tentative d'Orphan. Pour l'ancienne créature, ce qui se produisait était inévitable, une purge nécessaire pour rétablir l'ordre perturbé par les humains. La voix autoritaire du dragon résonnait comme le tonnerre dans un ciel clair, rendant l'atmosphère tremblante. Les paroles de l'ancienne créature étaient remplies de déception et de colère. Elle accusait les villageois, qui avaient toujours été protégés par les bénédictions de la forêt et la bienveillance des divinités, d'oser comploter pour usurper le cœur de ce lieu, un acte qui était non seulement traître, mais aussi ambitieux. La créature divine a souligné que ce péché était bien au-delà du pardon. Il a affirmé que sans une punition sévère à ce moment-là, les générations futures répéteraient sûrement ces erreurs désastreuses. Selon le dragon, le pardon précédent des divinités avait été interprété comme une faiblesse, conduisant à une cupidité croissante parmi les humains. Les villageois, ayant l'intention de s'emparer du pouvoir sacré, avaient rompu l'équilibre maintenu depuis les temps anciens. Le regard du dragon, aussi tranchant qu'une lame, balaya chaque personne dans la foule, provoquant chez tous une inclinaison de la tête par crainte et honte. Personne n'osa parler pour défendre ses actions, car l'accusation était irréfutable. La foule tremblait, consciente que rien ne pourrait persuader la puissante créature de renoncer à son intention de punir. Ne pouvant rester les bras croisés alors que des innocents souffraient du jugement sévère de cet être puissant, Magic, avec son esprit vif et son intelligence, utilisa immédiatement la magie pour créer une couche d'espace illusoire qui enveloppait toute la zone. À côté d'Orphan, une arme à feu qui avait été préparée au préalable fut sortie. D'un geste décidé, il lança l'arme vers le dragon gigantesque. À ce moment-là, il a prononcé une incantation, déclenchant un brasier intense qui a enveloppé toute la zone autour de l'ancienne créature. Les flammes ont rugi, leur éclat si intense qu'il semblait qu'elles pouvaient déchirer le ciel sombre. Une explosion violente a suivi immédiatement, secouant la forêt comme un tremblement de terre. Les rugissements de douleur et de fureur du dragon puissant résonnèrent avant d'être complètement noyés par l'explosion et le crépitement intense du feu. La forme massive de l'ancienne créature se dissout progressivement dans la tempête de feu. Des fragments d'ailes furent emportés comme de la poussière dans une tempête. La puissance terrifiante qui répandait autrefois la terreur sur la terre sacrée était maintenant réduite en cendres et en silence. Le lendemain, le groupe a poursuivi son voyage, affrontant de nouveaux défis qui les attendaient. La plus grande préoccupation d'Orphan à ce moment était de devoir subvenir aux besoins d'une bouche supplémentaire, une tâche difficile à gérer compte tenu de leurs finances limitées. Ils n'arrêtaient pas de penser à comment gérer cette situation, surtout quand Cléo semblait Bliss ignorante des nombreuses difficultés à venir. Le prochain arrêt du groupe est la Tour des Crocs, un lieu rempli de nombreux souvenirs et aussi la source de nombreux problèmes dans la vie d'Orphan. Cependant, avant de l'atteindre, ils doivent s'arrêter à la ville de Tarframe. Ce n'est pas seulement un point de transit, mais aussi l'endroit où Magic s'inscrira à l'école, entamant un parcours académique sérieux pour devenir un véritable mage. À ce moment, la situation à l'Académie des Crocs est plus instable que jamais. Récemment, il y a eu des tentatives d'assassinat successives visant les anciens, créant une atmosphère tendue et étouffante. Plus de 10 membres haut placés de l'académie ont été tués mystérieusement, provoquant la confusion parmi les mages et le public. Les rumeurs sur ces incidents sont répandues et la plupart suspectent qu'une force clandestine complote pour renverser l'académie. Selon plusieurs rapports d'enquête, les anciens de l'Académie Fang ont découvert un détail qui a renforcé leurs soupçons. L'apparence de l'assassin présente de nombreuses similitudes avec Orphan, ce qui en fait accidentellement une cible de choix pour les mages à la recherche du coupable. L'atmosphère devient de plus en plus oppressante et Orphan ne peut ignorer les rumeurs malveillantes qui se répandent. En se rendant à Tarframe, le groupe d'Orphan est obligé de s'arrêter dans une petite auberge en banlieue. À la tombée de la nuit, un événement inattendu se produit.
Soudainement, ils sont attaqués par une figure mystérieuse. L'assaillant est incroyablement agile, ne laissant aucun temps pour réagir. Orphan et Cléo se précipitent pour protéger Magik, mais malgré leurs efforts, le groupe ne peut pas clairement voir le visage de leur agresseur. Cependant, après avoir causé le chaos pendant un certain temps, l'étranger disparaît comme s'il n'avait jamais existé, laissant derrière lui un morceau de papier étrange sur la table. En ramassant le papier, Orphan se rend compte que le contenu est écrit dans un script cryptique mélangeant une langue ancienne et des symboles magiques. Après avoir passé du temps à le déchiffrer, il découvre un message avec une implication sinistre. Qui est vraiment l'héritier? Cette question non seulement déconcerte le groupe, mais évoque aussi un profond sentiment d'anxiété. Clairement, les assassinats à l'académie et l'incident récent sont d'une manière ou d'une autre connectés. Quelqu'un là-bas ne se contente pas de le poursuivre, mais cherche aussi à semer le doute et le chaos parmi les mages. En quelques heures, de nombreux soupçons d'Orphan trouvent rapidement leur réponse. Alors que l'obscurité commençait à envelopper le chemin déserté, où le groupe séjournait temporairement, le même assaillant qui les avait précédemment attaqués réapparut, cette fois avec un objectif plus clair. L'opposant ne s'approcha pas furtivement comme auparavant, mais s'avança pour les affronter avec confiance, des yeux perçants et une présence menaçante qui rendait l'atmosphère presque suffocante. La confrontation s'est rapidement... La situation s'intensifia. L'étranger n'était pas seulement doué en magie, mais possédait également des capacités étonnantes en combat rapproché. Chacun de ses mouvements était méticuleusement calculé, forçant Orphan à se battre en défense. Malgré ses meilleurs efforts, Orphan se sentait clairement désavantagé à chaque coup. Cléo et Magik ne pouvaient que rester à distance, regardant, craignant d'intervenir de peur de devenir un fardeau. Alors que la bataille atteignait son apogée, un autre personnage apparut de manière inattendue, renversant complètement la situation. Une voix calme mais puissante interrompit le combat. Orphan, bien qu'épuisé, ne pouvait détacher ses yeux de la personne qu'il venait d'affronter. À mesure que la lumière d'une torche voisine illuminait plus clairement le visage de l'adversaire, le cœur d'Orphan se serra. La personne attaquante ne possédait pas seulement des compétences de combat supérieures, mais avait aussi un visage identique à celui d'Orphan d'il y a un an. Cette scène a laissé Orphan sans voix. Bien que la bataille inattendue se soit terminée par le retrait d'un mystérieux attaquant, la tension pesait encore lourdement sur le groupe. Orphan, toujours rempli de questions sur l'assassin qui lui ressemblait, décida de mettre ces questions de côté. Il se tourna vers Cléo et Magik, remarquant la confusion dans leurs yeux. Prenant une profonde inspiration, Orphan commença à présenter la personne qui était intervenue et les avait aidés à échapper à la situation dangereuse. Faisant face aux yeux curieux de ses deux compagnons, Orphan regarda vers la femme qui venait d'apparaître. Elle avait de longs cheveux noirs avec un éclat violet soigneusement attaché en arrière, mais avec quelques mèches tombant librement, un visage aigu et des yeux pleins de calme. La tenue qu'elle portait, inspirée de la Fang Academy, dégageait l'aura d'une mage talentueuse. Orphan parlait lentement d'une voix profonde, la présentant comme Tiz, sa grande sœur. Elle avait été l'une des étudiantes remarquables de l'Académie Fang. Tiz avait joué un rôle important dans la vie d'Orphan et d'Azali. Tous les trois avaient vécu ensemble pendant une longue période avant qu'un désastre ne se produise. En tant que sœur aînée, Tiz non seulement s'occupait de ses deux jeunes frères et sœurs, mais elle guidait et inspirait également Orphan lorsqu'il commençait son voyage magique. Cependant, après avoir réalisé de nombreuses réalisations significatives, elle s'est vue confier un poste important à l'Académie Fang. Avec son rôle actuel, Tiz s'est vue accorder une maison spacieuse dans le centre-ville pour plus de commodité, tant pour le travail que pour la vie. Maintenant, au milieu du chaos qui enveloppe l'académie et des dangers qui rôdent, Tiz a décidé d'amener le groupe d'Orphan chez elle pour qu'ils puissent se reposer et apaiser leurs esprits. Sa maison est située dans un quartier calme, entouré d'arbres anciens et denses, offrant un sentiment de sécurité et d'isolement du monde extérieur. C'est ici que le groupe resterait temporairement en attendant les dernières informations sur l'assassin causant des troubles. Cléo semblait ravie en entrant dans l'espace de vie de Tiz. L'intérieur de la maison était élégamment décoré, combinant le style classique de l'Académie Fang avec une ambiance chaleureuse. Sur les murs étaient accrochées d'anciennes peintures magiques. Le bureau de Tiz était encombré de livres épais sur divers sujets ésotériques. Pendant ce temps, Magik ne pouvait pas cacher son admiration pour l'impressionnante collection de livres. Il fut immédiatement attiré par un livre sur les tactiques magiques classiques sur l'étagère. Orphan, contrairement à ses deux compagnons, ne montra aucune surprise. Pour lui, ce n'était pas la première fois qu'il était ici. Cependant, ses yeux ont brièvement reflété une expression pensive alors qu'il regardait les objets décoratifs familiers, lui rappelant les moments heureux où les trois frères et sœurs vivaient ensemble. Comme d'habitude, Tiz a gardé son calme, préparant un repas simple, puis s'asseyant à table avec tout le monde pour commencer à partager ce qu'elle savait de la situation actuelle. Selon elle, le meurtrier visait non seulement les anciens, mais avait aussi l'intention de semer le chaos et de saper la confiance des étudiants dans l'académie. L'aspect le plus inquiétant était que le visage d'Orphan était utilisé pour tromper les gens, faisant de lui un suspect potentiel. Dans le silence qui a suivi,
Tout le monde a ressenti la gravité de la situation. Cléo a brisé l'atmosphère lourde en demandant quel était le prochain plan. Tease a conseillé que pour l'instant, il devait être prudent et attendre plus d'informations de divers enquêteurs au sein de l'académie. Tease est rapidement retourné à l'académie, apportant des nouvelles importantes. Au cours des derniers jours, la série de meurtres des anciens de l'académie avait conduit beaucoup à soupçonner qu'Orphen était le coupable. Cependant, après une enquête approfondie, Tease avait obtenu des preuves qui l'ont disculpé. Selon elle, la personne réellement responsable de ces incidents ressemblait étrangement à Orphen quand il était plus jeune. Un détail choquant qui a semé la confusion générale. Le rapport de Tease a poussé les membres de l'académie à reconsidérer les événements. Il y avait certainement quelqu'un qui complotait en secret, créant délibérément des malentendus pour piéger Orphen. Cet usurpateur n'était pas seulement responsable des meurtres, mais compliquait aussi la situation, amenant beaucoup à se méfier du jeune mage. Les morts mystérieuses ont sérieusement sapé la crédibilité d'Orphen, et il était clair que ce n'était pas un hasard. L'affaire est devenue plus complexe que jamais car personne n'a pu identifier la véritable identité de la personne derrière le faux masque d'Orphen. À ce stade, il restait encore de nombreuses questions non résolues, donc une conclusion définitive ne pouvait pas encore être atteinte. Cette nuit-là, dans un moment de silence, Orphen s'est assis seul dans l'obscurité, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Son esprit était lourd, non seulement à cause des menaces du Dragon Profond et de MacDougall, mais aussi parce que de nombreux souvenirs enfouis depuis longtemps le hantaient encore. Malgré ses tentatives pour les ignorer, Orphen ne pouvait pas échapper aux fantômes de son passé. C'est à ce moment qu'une silhouette mystérieuse est soudainement apparue, rompant le silence. Devant lui se tenait quelqu'un avec une apparence et un visage identiques au sien, mais avec un comportement complètement différent. L'étranger parla sans hésitation, se présentant comme Krilansilo, le nom qu'Orphen avait abandonné depuis longtemps. Il prétendait être Orphen d'il y a 5 ans. Sa voix était profonde et froide, mais mêlée d'arrogance. Il avait autrefois été pressenti pour devenir l'héritier du pouvoir Razor, une révélation qui stupéfia Orphen. La personne debout devant lui se proclama être Krilansilo, son propre passé, le nom qu'il avait abandonné lorsqu'il avait décidé de s'éloigner du chemin que l'Académie avait tracé pour lui. Quand on lui rappelle qu'il devient le successeur du pouvoir Razor, Orphen se rappelle les grandes attentes placées sur lui quand il était un jeune sorcier prometteur. Le pouvoir Razor symbolise le sommet de la force dans le monde des sorciers, et le successeur choisi deviendrait une force capable de changer le monde. Orphen était autrefois considéré comme le candidat le plus prometteur, mais des événements ultérieurs l'ont poussé à tout abandonner, y compris son nom, Krilansilo. L'imposteur continue avec un sourire moqueur, notant qu'Orphen était autrefois un individu fort avec le potentiel de devenir le plus grand. Pourtant, il a choisi de tout abandonner pour vivre la vie d'un vagabond sans nom. La vie d'Orphen a pris un tournant complètement différent après un événement douloureux avec Azali. À cette époque, Orphen avait tout, la réputation et le potentiel de devenir le successeur du pouvoir du rasoir, une position représentant le pouvoir suprême dans le monde de la sorcellerie et le sommet que chaque sorcier aspire à atteindre. Cependant, au lieu de continuer sur le chemin que le destin avait tracé, Orphen a choisi d'abandonner tout. Il s'est éloigné non seulement du droit d'hériter du pouvoir du rasoir, mais aussi des relations et de la réputation, sans aucun regret. Quand tout est arrivé, Orphen ne pouvait ignorer la douleur et la perte d'Azali, qu'il considérait comme sa sœur. La transformation d'Azali en une créature monstrueuse dans sa quête pour atteindre un pouvoir infini a forcé Orphen à faire face au plus grand échec de sa vie. C'est le moment où il a décidé de tout abandonner pour trouver un moyen de sauver Azali, peu importe le coût. Pendant ce temps, alors qu'Orphen suivait son propre chemin, Krilansilo, qui prétendait être l'ancien moi d'Orphen, continuait d'attaquer et de tuer de nombreux leaders du monde des sorciers. Les puissants anciens qui pouvaient décider de l'avenir du pouvoir du rasoir ont été brutalement assassinés les uns après les autres. Les actions de Krilansilo n'étaient pas sans but. Il croyait qu'en éliminant de nombreux individus puissants et prétendants potentiels au pouvoir du rasoir, il serait le seul à pouvoir revendiquer cette position. Le lendemain matin, Tis a présenté Orphen à 2 de ses élèves, un garçon nommé Tifis et sa sœur Patika. Peu après, Tis mentionna que récemment 2 nains avaient rendu visite, prétendant connaître Orphen. Sensation quelque chose d'étrange, Orphen entra dans la pièce et les reconnut immédiatement comme Vocal et Déden, nul autre que les 2 nains problématiques. Orphen fronça instinctivement les sourcils, devinant qu'ils étaient encore une fois pris dans une sorte de problème. Pendant ce temps, à un coin de la ville, Vocal et Daton étaient de garde, ayant l'air très satisfaits d'eux-mêmes, comme s'ils venaient de se voir confier un rôle important. Ennuyés par la tâche monotone, ils ont vu Cléo apparaître avec son loup magique Loki. Et enfin, Cléo ne pouvait pas résister à l'attrait de la cuisse de poulet rôti dans la main de Vocal. Les 3 se sont rapidement assis ensemble pour partager le repas. Juste au moment où l'atmosphère commençait à s'alléger et que la paix régnait, un groupe de personnes vêtues de noir est apparu de nulle part, augmentant instantanément la tension.
Le chef de ce groupe mystérieux n'a pas hésité à agir, utilisant une seringue pour endormir rapidement Loki et Cléo, les faisant s'effondrer inconscients au sol. Vocal et Daten étaient horrifiés et incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Ils n'avaient aucune chance d'intervenir et Cléo a été kidnappée juste sous leurs yeux. Dès que le choc initial est passé, les deux nains ont immédiatement couru aussi vite qu'ils le pouvaient, se précipitant pour signaler l'incident. Avec sa détermination habituelle, Orphan se prépara à partir pour retrouver et secourir son ami, tout en réfléchissant à l'identité du cerveau derrière l'enlèvement. Au fond de lui, Orphan n'était pas seulement inquiet pour la sécurité de Cléo, mais il avait aussi le sentiment que la réapparition de Krillin Silo de son passé et cet enlèvement pourraient être liés. Ce n'était pas une coïncidence que son ancien lui d'il y a 5 ans réapparaisse à ce moment-là. Il semblait que quelqu'un orchestrait l'apparition de cet imposteur, rendant tout plus compliqué. Tout au long du voyage pour trouver Cléo, Orphan devait non seulement faire face à de nombreux dangers cachés de ses ennemis, mais avait aussi l'impression d'être entraîné dans une conspiration beaucoup plus grande. Quelque chose manipule tout dans l'ombre, et le véritable ennemi ne s'est pas encore révélé. Orphan pense que ce n'est pas juste un simple enlèvement, mais possiblement une partie d'un plan plus vaste pour le piéger. À chaque étape, Orphan pense constamment au véritable but de la personne qui a créé Krillin Silo, sa version passée. Il semble que le cerveau derrière tout cela veuille recréer ce qu'Orphan a laissé derrière, des décisions qui ont autrefois changé son destin et celui de nombreux êtres chers. Plus important encore, Orphan est déterminé à ne pas laisser ce passé hanté détruire son avenir et la vie de Cléo. Un jeune étudiant a averti Magic de faire très attention lorsqu'il interagit avec Orphan. Les rumeurs à son sujet ont toujours tournoyé comme un vent rempli de demi-vérités et de demi-fictions. Des histoires orales sur Orphan ont persisté depuis 5 ans jusqu'à maintenant. À l'époque, Orphan était la fierté de l'académie. Personnellement formé par Childman, on s'attendait à ce qu'il atteigne le sommet de la magie et hérite possiblement du titre de Razor, un prestigieux titre pour les plus grands mages. Cependant, tout le monde ne voyait pas Orphan sous cet angle. Les anciens de l'académie ont commencé à craindre que son potentiel pouvoir ne devienne une menace s'il échappait à leur contrôle. Ils ne voulaient pas d'un héritier avec un grand pouvoir qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Par conséquent, ils ont secrètement envoyé un groupe d'espions pour surveiller chaque mouvement d'Orphan. Ses moindres faits et gestes étaient scrutés. Le secret entourant l'existence de ce groupe d'espions n'était connu que de quelques-uns et Magic en faisait partie grâce aux informations divulguées par cet étudiant. On ne sait pas exactement pourquoi, mais la rumeur dit qu'Orphan a attaqué brutalement un espion mystérieux, blessant gravement la personne. On dit qu'Orphan était indifférent à la victime mourante et a froidement quitté les lieux comme si de rien n'était. Cette histoire, bien que non prouvée, s'est répandue partout et a rapidement été exagérée. En conséquence, beaucoup ont commencé à croire qu'Orphan était vraiment brutal, et l'histoire est devenue partie des rumeurs infondées entourant sa réputation. Cet incident a rapidement suscité des soupçons parmi de nombreux autres étudiants de la classe de Childman. Les gens murmuraient que les enfants formés dans cette classe n'étaient que des marionnettes, suivant seulement les ordres sans aucune compassion ni moralité. On disait qu'ils étaient de nombreux individus froids, prêts à détruire tout et n'importe qui qu'ils percevaient comme des obstacles sans hésitation. Cette histoire a encore intensifié la situation, entraînant les étudiants de Childman, malgré leur innocence, à être pris dans un tourbillon de suspicion et de méfiance de la part de tout le monde autour d'eux. Leur image aux yeux des étrangers est progressivement devenue celle d'individus impitoyables, incapables de distinguer le bien du mal. Cela a conduit beaucoup à commencer à garder leur distance avec les étudiants de l'académie, les considérant même comme une menace. La bataille entre l'Orphan actuel et Krillin Silo, sa version passée, était extrêmement féroce. Tous deux connaissaient si bien le style de combat et les intentions de l'autre que la plupart de leurs attaques étaient bloquées avant de pouvoir atteindre leur cible. Orphan a réalisé que continuer à utiliser de vieilles tactiques ne ferait que prolonger le combat inutilement sans donner de résultat. Dans une confrontation difficile, Orphan a reconnu qu'il n'avait aucune chance de gagner s'il s'agissait d'un combat direct. Grâce à sa réflexion rapide, il a immédiatement fait s'effondrer le sol, créant ainsi un avantage soudain. En profitant du chaos, il a invoqué l'épée de lumière, un mouvement tellement puissant qu'il a pris son mystérieux adversaire par surprise. L'adversaire, avec un regard froid, a révélé que le but de ce combat n'était pas seulement de vaincre Orphan, mais concernait également Azali. Cette femme avait besoin d'Orphan pour un grand projet, et pour cette raison, il est devenu une cible à éliminer. Les deux camps se sont engagés dans une bataille féroce. Dans un moment de danger, l'épée acérée de l'adversaire a transpercé le bras d'Orphan, faisant couler le sang sans cesse. Malgré la douleur, Orphan restait impassible. Avec une détermination sans faille, il a riposté avec un coup critique, coupant le bras de son adversaire, faisant jaillir le sang, signalant une blessure qui ne pourrait pas être facilement guérie, même avec de la magie. Sans perdre de temps, Orphan a utilisé un sort et a visé la faiblesse de l'ennemi.
Il a ensuite chargé en avant avec un mouvement décisif et puissant. Cependant, ce que Orphan n'avait pas anticipé, c'était que son adversaire faisait seulement semblant d'être affaibli. Dans l'obscurité, l'ennemi a secrètement utilisé un pouvoir caché, créant une explosion massive qui a plongé la zone dans une lumière aveuglante et une pression intense. Le choc de l'explosion a désorienté Orphan, tandis que Krill se tenait à distance avec un sourire satisfait. La figure devant lui a commencé à révéler une vérité horrifiante. L'adversaire qu'Orphan pensait être une copie de lui-même était en réalité un mannequin, une création maudite. Le Krill face à lui n'était pas une entité complète, mais un mannequin fabriqué grâce à la magie ancienne de Killing Lloyd. Azali avait inscrit une marque sombre sur le corps de ce mannequin et utilisé une épée maudite pour le frapper. Ce coup précis transforma le mannequin insensible en une version jeune d'Orphan, identique à lui en tout point. Mais ce n'était pas tout. La magie maléfique insuffla peu à peu au mannequin la capacité de penser, le transformant en une entité consciente avec l'ambition de remplacer Orphan lui-même. Au fil du temps, le mannequin commença à développer sa propre volonté, n'étant plus simplement un outil pour Azali, mais nourrissant le désir de prendre la place d'Orphan, non seulement au sein du groupe, mais aussi dans le cœur de tous ceux qui l'entourent. Alors qu'Orphan faisait face à la menace de destruction, le mystérieux mannequin, à l'origine sa copie, commençait à se lever avec une nouvelle identité, armée de puissantes capacités magiques et d'un agenda propre. Ce mannequin est devenu un personnage plein de contradictions. Il a non seulement accompagné Azali dans ses voyages mystérieux, mais a également progressivement affirmé son rôle dans l'histoire. Cependant, malgré sa force incroyable, sa nature artificielle signifiait qu'il ne pourrait jamais échapper à la réalité qu'il n'était qu'une copie. Orphan, malgré de nombreux défis, a trouvé une forte motivation pour continuer à se battre. Des relations profondes avec des amis, de nombreux souvenirs précieux et une volonté inébranlable sont devenus les sources de force qui l'ont poussé à libérer son plein potentiel. La confrontation entre Orphan et le mannequin n'était pas seulement un combat magique, mais aussi un combat de volonté. Chaque frappe magique était empreinte de détermination et du désir de protéger ce qui était cher. Quand le mannequin s'est brisé en morceaux, Azali est apparue. Elle s'est approchée calmement, les yeux brillants de détermination, invitant Orphan à rejoindre son plan secret. Quand Cléo et Magik sont entrés dans la pièce, la première scène qu'ils ont vue était Orphan allongé, épuisé, sur le sol après un combat intense. Auparavant, dans un palais somptueux, un assassin mystérieux avait tué de nombreuses personnes en cherchant des indices liés à une carte importante. L'atmosphère là-bas était remplie de ténèbres, reflétant clairement le danger du coupable derrière cet acte sanglant. Juste au moment où il quittait la pièce, Orphan a été soudain confronté à une ombre, se précipitant vers lui avec une intention meurtrière terrifiante. Sans beaucoup de temps pour réfléchir, il s'est immédiatement préparé à activer un sort pour contre-attaquer. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, Cléo et Magik sont soudainement apparus. C'est à ce moment de distraction que le véritable ennemi a réussi à s'échapper. Le lendemain matin, Orphan est allé à Tis pour faire un compte-rendu de la situation. Pendant leur conversation tendue, Orphan a mentionné qu'il avait éliminé une entité dangereuse qu'il a décrite comme une machine à détruire les mages. Cependant, lorsque Tis a demandé qui contrôlait cette entité, Orphan est resté silencieux, ses yeux révélant une profonde solennité. Il ne voulait pas révéler toute la vérité, en partie parce qu'il ne voulait pas l'impliquer dans le danger et en partie parce qu'il avait lui-même beaucoup de choses à clarifier. C'est alors qu'on remet à Orphan un document spécial, un rapport détaillé sur les missions qu'il a menées au cours des 5 dernières années, en dehors de l'Académie magique. Cependant, un détail surprenant a fait s'arrêter Orphan. Il n'avait pas été expulsé, ce qui aurait dû se produire depuis longtemps. Et c'était Tis qui avait modifié les dossiers pour l'inclure. Orphan et Tis, accompagnés de Magik, se dirigèrent vers la tour Fang, considérée comme le centre du pouvoir magique. En chemin, l'atmosphère entre eux était relativement légère, mais Orphan restait vigilant. Au cours de leur conversation, il a demandé à Tis si elle avait déjà eu des conflits avec quelqu'un qui ont conduit à des conséquences graves. Tis, avec sa confiance habituelle, a affirmé qu'elle recevait toujours le respect de tout le monde. Cependant, sa réponse a rapidement été contredite par la réalité. Juste après la fin de leur conversation, une tempête de grêle soudaine a éclaté, se dirigeant droit vers eux. Les gros et petits grêlons sont venus avec une telle force qu'il était clair que ce n'était pas un accident. Dans ce moment de tension, les sens d'Orphan sont devenus plus aiguisés que jamais. Il ressentait chaque mouvement mineur des individus massés autour de lui. Sans hésitation, Orphan se lança dans la bataille, affrontant seul tout le groupe d'adversaires. Ses attaques étaient puissantes, combinant magie et compétences de combat de manière harmonieuse pour rapidement maîtriser chaque ennemi. Aucun des assaillants en masse ne pouvait résister longtemps à la puissance d'Orphan. Après avoir vaincu tout le groupe, Orphan s'est approché de l'un d'eux pour demander pourquoi il l'avait attaqué. L'adversaire, avec des yeux pleins de ressentiment, a révélé que l'attaque était un acte de vengeance pour leur camarade, qui avait auparavant été puni par Orphan. Quelque chose dans cette déclaration lui semblait familier.
Orphen y réfléchit et réalisa rapidement le lien. Il était probable que ces individus soient liés à un chef de village qu'il avait rencontré lors d'une mission précédente. Cette pensée rendit Orphen encore plus vigilant, car de telles relations imbriquées pouvaient entraîner des problèmes encore plus importants. Alors qu'Orphen considérait la situation, une silhouette apparut au loin. Ce nouveau venu n'était pas comme les ennemis ordinaires qu'il venait de vaincre. Le regard perçant, l'aura digne et la démarche confiante ont immédiatement fait comprendre à Orphen qu'il s'agissait d'une personne importante. C'était Hydran, un mage de haut rang de la Tour du Croc. L'homme qui s'est présenté comme Hydran avec un comportement calme et une voix profonde a déclaré que son but était d'escorter Orphen. Cependant, Orphen n'était pas facilement convaincu par ses paroles. Pour tester, Orphen a soudainement lancé une attaque rapide et puissante pour vérifier les capacités de l'autre. Hydran, grâce à ses compétences excellentes, l'a esquivé sans effort, rendant Orphen encore plus méfiant. Les deux entrèrent dans la tour Fang et l'atmosphère était tendue à chaque pas qu'ils faisaient. En atteignant l'intérieur de la tour, un secrétaire de Fauchetar apparut, demandant poliment mais avec insistance à Orphen de rencontrer ce mage de haut rang en privé. Conduit dans l'imposante pièce de Fauchetar, Orphen était curieux de cette réunion inattendue. Fauchetar, avec ses yeux perçants et sa voix autoritaire, alla rapidement au but. Il révéla que l'Hydran qu'Orphen venait de rencontrer était en fait un espion. Cette information a momentanément stupéfié Orphen, mais Fauchetar a continué d'expliquer avant qu'il ne puisse réagir. Selon Fauchetar, il n'y avait qu'une seule classe dans la tour de Fang spécialement formée aux compétences d'assassinat, et c'était la classe UA. Les étudiants de cette classe ont été formés non seulement pour devenir des mages, mais aussi des assassins impitoyables. Fauchetar a souligné que les récentes actions de la classe UA étaient devenues incontrôlables et pour maintenir l'équilibre de la tour de Fang, il devait éliminer cette classe avant que les choses ne s'aggravent. L'histoire ne s'arrête pas là, Fauchetar a placé une pile de documents devant Orphen. Les pages contenaient des rapports détaillés sur les actions de Heidrun et des étudiants impliqués. Orphen feuilletait les documents, son expression se durcissant en lisant à propos du massacre des adeptes du culte du dragon. Les agents formés dans la classe UA sous la direction de Heidrun avaient exécuté toutes les personnes impliquées, ne laissant aucune trace à l'exception de la destruction. Après avoir quitté la tour Fang, Orphen marchait en silence, son esprit assombri par les avertissements de Maître Yu, leur conseillant de ne pas devenir ennemis. Ces mots le hantaient comme un rappel que faire face au maître n'était pas seulement un défi, mais pouvait entraîner des conséquences imprévisibles. Bien qu'Orphen ne le montre pas, la tension s'insinuait dans ses pensées, rendant difficile pour lui de se concentrer sur autre chose. Ailleurs, Cléo et ses deux amis venaient de rentrer d'une promenade, encore portées par les histoires amusantes qu'elles avaient partagées. Cependant, leur joie fut brusquement interrompue lorsqu'elles aperçurent une silhouette au visage couvert se tenant nettement sur un toit voisin. Avant qu'elles ne puissent réagir, la figure ombreuse disparut, laissant un air lourd qui semblait augurer un malheur. Quand Orphen est arrivé, voir Cléo avec du sang sur la tête l'a choqué et mise en colère. En entendant de Cléo ce qui s'était passé, Orphen a rapidement relié l'événement à un assassin qu'il avait déjà affronté. Déterminé à ne pas le laisser s'échapper, il se prépara immédiatement à la poursuite. Cependant, Tis bloqua son chemin de manière inattendue. Son expression était sévère, mais bienveillante. Elle proposa de s'occuper de l'affaire elle-même, pendant qu'Orphen devrait se concentrer sur les soins à Cléo, qui avait clairement besoin d'aide. À contre-cœur, Orphen accepta, réalisant que le traitement de Cléo était la priorité. Alors qu'Orphen soignait les blessures de Cléo, Tis suivait discrètement la piste de l'assassin. En arrivant au centre-ville, elle aperçut l'un d'eux qui s'était intentionnellement révélé pour attirer Tis dans un piège. De retour à la maison, après s'être assuré que la blessure de Cléo était bien traitée, Orphen décida qu'il ne pouvait plus rester les bras croisés. Retrouvant sa détermination, il se prépara rapidement et se dirigea vers la ville. Tis continua de suivre l'homme masqué, retraçant chaque petit indice qu'il laissait derrière lui. Elle finit par s'arrêter devant une maison délabrée, enveloppée par l'obscurité et le silence, comme si elle avait été abandonnée depuis longtemps. Sans hésitation, Tis entra, prudente mais décidée. Alors qu'elle montait à l'étage, elle réalisa immédiatement qu'elle était tombée dans un piège. Deux figures l'attendaient, les yeux remplis d'une intention meurtrière et d'une confiance dangereuse. L'un d'eux s'avança et Tis fut stupéfaite de le reconnaître comme un ancien élève de la classe du maître Yue. Il ne cachait pas son but, cherchant une carte du monde dont Tis n'avait absolument aucune idée. Elle les a pressés pour obtenir plus d'informations, mais leur réponse n'était que des sourires moqueurs remplis de malice. La confrontation a éclaté peu après. Tis a rapidement activé sa magie, lançant de puissantes attaques pour submerger ses adversaires. Cependant, les deux n'étaient pas des ennemis ordinaires. Ils ont étroitement coordonné leurs efforts, dans le but clair de neutraliser la capacité de Tis à utiliser la magie. Réalisant sa vulnérabilité, ils ont concentré leurs attaques sur sa gorge pour perturber son incantation de sort. Alors qu'elle devenait progressivement invalide, il se rapprochait, prêt à l'emmener. À un moment critique, une voix familière retentit,
net et autoritaire. Azali apparut, ses yeux froids fixés sur les deux ennemis. Avec une détermination ferme, elle déclara qu'elle ne permettrait à personne de faire du mal à Tis. La présence d'Azali fit hésiter les assassins, manifestement incapables d'affronter une sorcière aussi puissante. Après un bref échange, ils se retirèrent rapidement, laissant Tis étourdi et affaibli. Quand Orphen arriva, son regard se tourna immédiatement vers Tis, son corps portant encore les marques de la bataille féroce. Il l'a aidé à rentrer chez elle en toute sécurité, bien qu'il ait été intrigué par l'apparition inattendue d'Azali. Cette nuit-là, alors qu'elle se reposait, Tis réfléchissait à tout. Dans son état de confusion plus tôt, elle se souvenait vaguement d'avoir vu Orphen et avait pensé par erreur qu'il avait été celui qui l'avait sauvé. Orphen, avec un visage pensif mais incapable de cacher sa détermination, utilisait soigneusement ses capacités de guérison pour soigner les doigts blessés de Tis. Bien que le processus de récupération se soit déroulé sans problème, les résultats n'étaient pas ceux attendus. Les doigts ont été réattachés, mais ils semblaient avoir perdu leur flexibilité originale. Orphen soupira, accablé par un sentiment d'impuissance. Néanmoins, il ne l'exprima pas extérieurement, se contentant d'encourager Tis en lui disant que tout n'était pas encore fini et qu'il y aurait des moyens de remédier à la situation. Quand la nuit est tombée, Orphen a quitté la maison, ses pas le conduisant à un coin tranquille. Il s'est assis là, réfléchissant à la série complexe d'événements qui l'ont enlacé dans un tourbillon de secrets et de complots. L'endroit était silencieux, avec seulement le bruit du vent soufflant doucement. Soudain, une voix familière a brisé la tranquillité. Azali est apparue, aussi majestueuse et imposante que jamais. Elle s'est approchée, ses yeux perçants, trahissant un sentiment d'urgence. Azali a été directe, partageant immédiatement des informations cruciales. Elle a révélé qu'après une série d'actions obscures, la classe maître USA était entrée dans la phase finale de leur plan. Leur objectif est d'éliminer complètement ceux qui s'opposent à eux, tout en s'emparant de quelque chose d'une importance immense, la carte du monde détenue par la famille Browning. Pour Azali, cette carte n'est pas seulement un objet historique, elle incarne le pouvoir de changer l'ordre mondial. Alors qu'Orphen écoutait, la voix d'Azali s'approfondissait comme si elle racontait un conte ancien. Elle a expliqué que l'histoire de la carte est liée à l'histoire des dieux. Il y a plus de 1000 ans, à une époque de chaos, l'un des dieux suprêmes, Swedenborg, complota pour renverser et annihiler les autres dieux afin de s'emparer du pouvoir absolu. Azali a continué, ses yeux reflétant une profonde contemplation, comme si des souvenirs d'il y a 1000 ans refaisaient surface de manière vivante. Elle a expliqué qu'avant de disparaître du monde, Swedenborg a laissé derrière lui un trésor connu sous le nom de stratégie nationale, également appelé la carte du monde. Ce n'était pas n'importe quelle carte, mais une contenant des pouvoirs et des connaissances capables de contrôler les courants du destin. Cependant, après des siècles de pertes, ces traces étaient redevenues de plus en plus obscures. D'après les récentes informations qu'Azali possédait, la carte était tombée entre les mains de Childman, un sorcier autrefois estimé avec de profondes connexions avec Orphen. Azali avertit solennellement que ce soir, la classe maître US ne manquerait certainement pas l'occasion de frapper. Ces individus étaient prêts à agir pour s'emparer de la carte, et leurs objectifs ne se limitaient pas à vaincre Orphen ou Azali. Bien qu'elle sache qu'elle et Orphen pouvaient se défendre, Tis représentait une vulnérabilité évidente. Vu son état actuel, il était inévitable que Tis devienne une cible. De nombreux ennemis n'hésiteraient pas à utiliser tous les moyens pour atteindre leurs objectifs, et Azali craignait que cela ne mette tout le monde en danger. Avant de partir, Azali regarda profondément dans les yeux d'Orphen, comme pour lui transmettre un message important. Elle sortit lentement un artefact ancien de son manteau, un héritage de l'époque de Swedenborg, un objet mystérieux qu'Azali appelait la clé de voûte interdimensionnelle. Azali expliqua que cet objet permettrait à Orphen de se déplacer entre différentes dimensions, une capacité rare qui pourrait l'aider à esquiver ou même à frapper l'ennemi de manière inattendue. Orphen, après une discussion attentive avec ses deux compagnons, les a conduits à la base de la classe. C'était une zone secrète profondément dans la forêt, entourée de rangées denses d'arbres et de barrières magiques presque impénétrables. Avant d'entrer, il a dessiné un cercle magique, l'activant pour créer un bouclier protecteur autour du groupe. Guidés par la lumière émanant du cercle, ils flottèrent lentement à travers la barrière, entrant sans attirer l'attention. À l'intérieur de la base, l'espace était sombre et étouffant, avec une lumière faible juste suffisante pour voir les objets autour d'eux. Orphen ouvrit la voie, ses yeux scrutaient continuellement chaque recoin, à l'affût des dangers cachés, tout en examinant la zone. Une silhouette inconnue apparut soudainement. Cette personne n'était autre que Heidrun, un guerrier magique connu pour sa force brutale et sa capacité à lancer des attaques surprises. Avant qu'Orphen ne puisse réagir, Heidrun leva la main et lança des attaques puissantes qui secouèrent la zone environnante. Cependant, Orphen a rapidement utilisé de la magie offensive, esquivant l'attaque juste à temps, puis a créé une petite vague de contre-attaque pour bloquer l'avancée de son adversaire. La confrontation n'a duré que quelques secondes, mais cela a suffi à Orphen pour réaliser que cet ennemi n'était pas un adversaire ordinaire.
Ne voulant pas perdre plus de temps là-bas, il a rapidement réactivé le cercle magique, conduisant le groupe plus profondément dans la base, qui était censée être la zone d'entraînement de la classe. L'atmosphère est devenue plus tendue que jamais, les murs épais, l'armure laissée depuis longtemps et de nombreuses traces de bataille passées donnaient à l'endroit l'apparence d'un champ de bataille oublié. Alors qu'Orphen menait le groupe, une voix profonde résonna des ombres. Hydrane s'est rapproché, un demi-sourire révélant une expression moqueuse. La lumière des torches sur le mur illuminait son visage, mettant en évidence une longue cicatrice allant de sa tempe jusqu'à son menton, semblant provoquer. Il demanda à Orphen d'un ton moqueur « As-tu déjà pensé à cette cicatrice ?» Il y a 5 ans, lorsqu'Orphen est arrivé pour la première fois à la capitale royale, tout autour de lui était empli d'étrangeté et de tension. Parmi la foule dans les rues animées, un sentiment de malaise monta en lui, comme si quelqu'un observait silencieusement chaque pas qu'il faisait. Et comme prévu, Hydrane émergea de l'ombre d'une ruelle déserte. Son regard froid fit s'arrêter Orphen, le malaise se transformant maintenant en peur. Avec un ton provocateur, Hydrane s'approcha lentement d'Orphen, apparemment désireux de provoquer une confrontation. Il demanda si Orphen pensait que le croc avait été créé pour entraîner des gens comme lui à d'autres fins que celle de tuer Ezilie, qu'ils appelaient la sorcière chaotique. Ces mots frappèrent Orphen comme un couteau aiguisé, l'accablant presque. La prise de conscience que le but ultime de leur entraînement était de détruire quelqu'un qu'il avait toujours considéré comme de la famille le rendait impossible de rester calme. Pris de panique, Orphen libéra inconsciemment le pouvoir latent en lui. Un puissant tourbillon éclata autour de lui. La lumière qui en émanait balaya le visage d'Hydrane, laissant une grande cicatrice de son front à son menton, une marque permanente de cette rencontre fatidique. Cependant, Hydrane n'était pas facilement soumis. Il lutta dans le vortex, puis se précipita directement sur Orphen, voulant le finir d'un seul coup. Le temps semblait ralentir. Tout le reste s'estompa, ne laissant que l'image de l'ennemi chargeant et les yeux déterminés d'Orphen. En un instant, Orphen activa un sort de téléportation, disparaissant de sa position initiale, faisant échouer l'attaque de Hydrane. Avant que Hydrane ne comprenne ce qui s'était passé, Orphen apparut derrière lui. D'un coup puissant, il repoussa Hydrane en arrière. Dans un lieu étrange, Cléo ouvrit lentement les yeux, mais malheureusement, l'assistant de Foctor était à proximité. Avant que Cléo ne puisse dire quoi que ce soit, il s'avança soudainement, lui saisissant fermement la gorge, ses doigts se resserrant comme pour éteindre son dernier souffle. L'attaquant ne montra aucune pitié, se préparant à utiliser la magie pour en finir avec elle. Cependant, à ce moment-là, un faisceau de lumière tranchant traversa l'air, coupant la main de l'assistant, du sang jaillissant sauvagement alors qu'il criait de douleur. Avec sa magie spéciale, Loki la sauva à temps de la situation dangereuse. Ailleurs, Magik a également été téléporté à un endroit totalement inconnu. Le paysage environnant était sombre, avec une architecture en ruine et un air épais sentant la décomposition. Il essaya de se calmer, l'isolement faisant tourbillonner son esprit. Alors que Magik s'apprêtait à chercher une issue, une silhouette apparut de loin, marchant de manière instable, mais remplie de danger. C'était un membre de la classe qui semble aussi avoir été pris dans le sort de téléportation. Magik aperçut le danger croissant alors que la figure se précipitait vers lui à une vitesse terrifiante. N'ayant pas d'autre choix, Magik a rapidement invoqué un bouclier magique. La couche protectrice transparente émettait une faible lumière, juste à temps pour bloquer une attaque directe. L'impact a créé une forte explosion, obligeant les deux parties à reculer. Bien qu'il ait échappé à l'attaque initiale, Magik a découvert que la précieuse carte qu'il portait était tombée entre les mains de l'adversaire. L'ennemi a rapidement fourré la carte dans ses vêtements, un sourire sournois révélant ses intentions provocatrices. La colère a flambé en Magik, mais plus que cela, il s'inquiétait de devenir un fardeau pour Orphen. N'hésitant plus, il a pris l'initiative d'attaquer. Magik a concentré son énergie et a tiré un puissant faisceau de lumière droit sur son adversaire. Cependant, l'attaque ne l'a pas blessé du tout. Dans un moment de vulnérabilité, l'ennemi a contre-attaqué, faisant glisser Magik qui est tombé, apparemment complètement vaincu. L'adversaire ne pouvait pas réprimer un sourire victorieux, mais alors que la lumière magique de son attaque se dissipait, la silhouette de Magik disparaissait aussi. En réalité, il avait utilisé un sort de déplacement spatial pour esquiver le coup critique. La confrontation tendue se poursuivait, et cette fois, l'attaquant se préparait à porter un coup mortel. Avant qu'il ne puisse réaliser son intention, une forte détonation résonna et une balle magique frappa l'attaquant, le renversant sur le coup. À distance, Factor s'avança avec un calme olympien. Orphen a acculé Hydrane contre un mur avec un coup de pied puissant qui a fait s'effondrer l'adversaire, incapable de résister, ses yeux froids avec une touche de moquerie. Les paroles d'Orphen portaient un défi. Si la cicatrice à droite ne suffit pas, j'équilibrerai ton visage. Ces mots ont fait serrer les poings d'Hydrane, mais tous ses efforts pour résister étaient vains, car Orphen continuait de le dominer.
Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, Cléo est apparue, ayant été téléportée par Loki. Son visage était couvert de sueur, mais montrait toujours de la détermination. Elle a rapidement raconté que lorsque l'assistant de Factor avait essayé d'attaquer Loki, elle a saisi l'occasion inattendue, utilisant toute sa force pour frapper par derrière, le renversant instantanément. Libérée de la situation dangereuse, elle est rapidement partie avec Loki pour trouver Orphan. Le groupe s'est ensuite rendu directement dans la salle de classe où le professeur attendait avec un livre à la main. Son expression traduisait de la satisfaction lorsqu'il a déclaré qu'il avait volé le livre le plus important de la magie. Cependant, la réponse d'Orphan fut un rire moqueur qui semblait faire trembler la salle. Sa moquerie a fait perdre patience au professeur de la classe. Il a ouvert le livre, espérant y trouver de nombreux secrets précieux. Au lieu de contenu important, les pages à l'intérieur étaient remplies de gribouillis enfantins, rien de plus qu'une farce. Alors que l'atmosphère dans la classe était tendue, Factor et la magie sont soudainement apparus. Le regard de Factor était sérieux lorsqu'il a déclaré avec insistance que les actions illégales de la classe à la Tour Fang ne pouvaient être ignorées. Sa déclaration a fait rire le chef de classe de manière arrogante, affichant une attitude désinvolte en suggérant que quelques personnes ne pouvaient rien contre lui et ses subordonnés. Cependant, sa confiance a rapidement disparu quand Azali est soudainement apparue. Sa présence dégageait une aura d'autorité qui semblait instantanément glacer la pièce. En voyant Azali, le chef de classe perdit immédiatement le contrôle, se mit à crier sauvagement et se précipita vers elle avec toute sa haine. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, Orphan s'est rapidement interposé, contrant l'attaque d'un geste de son bras. Les deux se sont engagés dans une bataille féroce, mais il ne fallut pas longtemps avant que le chef de classe s'effondre, inconscient sur le sol, submergé par Orphan. Azali s'est avancée, ses yeux montrant une pointe de pitié. Sans dire un mot, elle a levé la main et activé ses pouvoirs chaotiques. Une vague de magie s'est propagée, enveloppant toute la classe. En un instant, tous leurs souvenirs d'elle ont été effacés, laissant un étrange vide dans leurs esprits. Elle s'est tournée pour partir, mais avant de partir, elle a regardé en arrière vers Orphan. Sa voix retentit avec un défi, lui disant de venir à l'église de Kimlark s'il voulait résoudre cette affaire. Sans attendre de réponse d'Orphan, Azali utilisa la magie et disparut.